Bon, bah, alors, c'est Voilà, bon? c'est fait. Parfait. Bon, bah, Merci. écoutez, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je vais passer la parole à Sylvestre d'abord, parce que c'est lui qui est à l'origine de ces réunions pour le Pen Club de France. Donc, nous en sommes à la quatrième. Et ce soir, nous allons traiter de la BD historique, ou de la BD et l'histoire, comme vous voulez, qui ne font qu'une ou qu'un. Ça, c'est aussi, Nicolas, une question de, je ne sais pas, ne font qu'une, je pense. Donc, écoute, je te laisse en fait peut-être introduire là notre. Ouais, juste quelques mots, merci Jean-Laurent, mais tu sais, bon, tu vas faire ça très bien comme d'habitude. Juste deux mots, ben, pour dire que lorsque j'ai eu le plaisir et l'honneur à la Société Jean de Lettres, il y a déjà maintenant pas mal de temps, de m'occuper de tout ce qui était littérature et poésie, et puisque je présidais ces commissions et les jurys et les prix, j'avais déjà, moi, pointé l'idée qu'on devait, que ce soit à la Société Jean de Lettres ou au Pen Club de France, où j'étais déjà d'abord secrétaire général puis président, on devait s'intéresser beaucoup, se préoccuper des auteurs très créatifs, très créateurs de bande dessinée. Et puis après, comme j'ai siégé, et je siège encore parfois au CPE, hein, le Conseil permanent des écrivains, où le PN Club est représenté, bien sûr, depuis très longtemps, nous avons des amis BDistes là, et c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, la bande dessinée, c'est vraiment une force créative majeure et que les auteurs de bande dessinée doivent être défendus et qu'ils sont les meilleurs représentants, à mon sens, aujourd'hui, d'une force créative, comme le sont les poètes. Mais pour les poètes, c'est plus difficile, mais quand la poésie, justement, on l'avait fait donc une émission avec toi, tu viens de rappeler La vie des grands poètes, mais ça accroche bien le public et c'est intéressant de pouvoir avoir ces émissions enregistrées parce qu'ensuite on peut les diffuser plus largement. Donc je remercie vraiment nos trois amis auteurs d'être présents et je te remercie encore Jean-Laurent et nous te laissons animer cette belle soirée qui va nous ravir, j'en suis sûr. Merci. Bien, bien, écoutez, merci à toi, merci encore une fois à vous tous, merci aux trois auteurs qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation, donc Nicolas Juncker, Jean-David Morvan et Jean-Yves Le Naour. Alors, c'est vrai que c'est un choix qui m'est personnel, hein, bon, je le reconnais. Je regrette une seule chose, c'est que j'aurais bien voulu avoir Valérie Mangin pour avoir aussi peut-être, bien évidemment, une femme autrice et spécialiste de bande dessinée historique. Puisque c'est la bande dessinée historique, l'histoire va nous interpeller et va nous sûrement passionner, on va en débattre. Euh, on dit que l'histoire de France passionne les Français, puisque ce n'est pas que la BD d'ailleurs en histoire qui passionne les Français, la littérature aussi. Donc on va aussi là évoquer ce sujet-là. La BD historique a désormais une place incontournable, hein, donc dans justement toute la parution, on le voit tous les jours, on s'y est totalement habitué. Euh, la BD aussi est devenue presque une référence. On a évoqué il y a quelques instants, mais vous n'étiez pas tous là, Jacques Tardy pour la guerre de 14, Glénat parce qu'eux aussi ont lancé une des premières grandes collections destinées à l'histoire en bande dessinée. Et en fait, aucune époque n'échappe aujourd'hui, sauf peut-être, on en reparlera, la guerre d'Algérie, mais ça c'est notre débat, à cette transcription en BD. Alors, en bande dessinée, à mon avis historique, il y a deux, et là aussi je voudrais avoir votre avis dans les secondes qui vont suivre. Il y a la BD qui raconte l'histoire avec un grand H, point, on ne s'en sort pas, c'est-à-dire ça peut être une biographie, ça peut être la découverte des grands événements, et puis il peut y avoir la BD historique où l'histoire sert de trame, on en a évoqué Alice tout à l'heure, Murena pour l'Empire romain, ça peut très bien être Louis XIII avec les sept vies de l'épervier, et dans tout ça, par petite parenthèse, on s'aperçoit que déjà autrefois, avec quelqu'un comme Dumas, mais là, au niveau feuilleton et au niveau écriture, ben, l'histoire avait déjà intégré largement la littérature. Bon, donc on en est là à l'instant. Pourquoi est-ce que j'ai, en quelques mots, choisi Jean-David Morvan dans un premier temps? Parce que Jean-David, avec Dominique Bertheil au dessin, a créé, on en est à trois volumes, et disons le père d'une bande dessinée qui s'appelle Madeleine Résistante, qui est la vie authentique de Madeleine Riffaut, malheureusement, qui était centenaire et qui nous a quittés il y a quelques jours. Yes. Un personnage hors norme qui méritait encore plus et encore mieux justement cette reconnaissance grâce à ce très beau travail de Jean David. Il y a déjà trois albums. Si mes souvenirs sont bons, on en parlera, mais on va vers les neuf, À puisque peu près, je pense. hein, c'est ça? Oui. Hein, puisqu'en fait, Madeleine, bon, on y reviendra, c'est bien sûr la résistance, c'est bien sûr le combat de Paris, la libération, mais c'est aussi une fille qui part, grande reporter, couvrir les guerres de l'après-guerre, si je puis dire, du Vietnam, en passant par l'Algérie, bien sûr, pour d'ailleurs le journal L'Humanité. Alors,
Ça, Jean David aussi qui a adopté l'armée des hommes de Kessel simultanément, il y a peu de temps, et qui a derrière lui, bon, on va pas revenir sur le tout, mais enfin, qui a une belle Non, carrière, trop. hein. Bon, parce que sinon on y passe un certain temps, mais bon, très belle carrière de scénariste, bien évidemment. Alors, il y a aussi Jean-Yves Le Naour. Alors, Jean-Yves, pour moi, tu es là, je ne sais pas si tu es là, mais moi, j'ai un souvenir que j'ai entre les mains, notre première rencontre il y a 10 ans, pour La Faute du Midi. C'est-à-dire que Jean-Yves aussi est un historien plus que reconnu et titré, qui avait donc fait cette première, je pense que c'était une des premières BD que tu faisais, Jean-Yves, si mes souvenirs Oui, sont. oui, c'est ça. Oui. C'est ma première BD La chez un grand éditeur, un vrai. Hein, c'est vraiment la première sur la photomidie, c'est-à-dire le début de la guerre à 14 et l'intégration des régiments venant du sud de la France au front avec bon, tous les détails nécessaires. Ensuite, pour ce qui est de toi, Jean-Yves, tu as lancé une très très belle série sur les Compagnons de la Libération, dont le dernier, on le sait peu, on le sait, est en fait une ville, puisqu'il y a eu quelques villes qui ont eu droit, j'allais dire, à la reconnaissance de Gaulle et qui ont été élevées au grade de compagnon de la libération. Voilà, ça c'est pour Jean-Yves. Et alors ensuite pour Nicolas. Nicolas, lui aussi, je le disais tout à l'heure, a démarré par une première BD, Le Front, en noir et blanc sur la guerre de 14. Ensuite, il a travaillé sur Mallet, D'Artagnan, Journal d'un cadet, Fouché chez les Arènes. Alors, je passe sur un jour sans Jésus parce que c'est certes historique, mais enfin bon, on va dire que c'était quand même pas, c'était pas un biopic de Jésus. Euh, Ensuite, le très très bon, là je l'ai là, Seul à Berlin, qui est le parcours de deux femmes dans les ruines de Berlin en 45, où là il signe non seulement bien évidemment l'adaptation du texte, mais un dessin qui a été remarquable et remarqué par non seulement le public, mais bien évidemment par aussi les critiques. Et donc, dernière, j'allais dire, pièce maîtresse de ce scénariste cette fois-ci et non pas dessinateur, c'est Un général des généraux. Alors, Un général des généraux, dont Bouc signe le dessin, c'est l'histoire du 13 mai. Alors ça va, pour certains d'entre nous, rappeler des souvenirs un peu précis, le 13 mai 58, c'est-à-dire finalement la fin de la quatrième République et le début de la cinquième, cette fameuse cinquième qu'aujourd'hui, bon, on remet assez en cause, mais c'était très intéressant, et on en reparlera avec lui, de voir comment il a traité les discours, j'allais dire, les échanges, et malgré le dessin un peu caricatural de Booth, volontairement, c'est remarquablement construit et remarquablement documenté. Voilà, ça c'est le point sur nos trois donc, auteurs présents ce soir. Première question, moi, que je vais leur poser, je vais ensuite, bien évidemment, prendre le tour de rôle. Euh, Comment on en arrive finalement, pour chacun d'entre vous, à se passionner pour la BD historique? Alors, Je sais Jean-David? pas. Oui. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours lu des BD historiques, mais j'ai même appris l'histoire pour ma part à travers la BD, parce qu'on parlait des sept vies de l'épervier. Oui. C'est des choses qu'on ne voyait pas spécialement à l'école. Et comme ça m'intéressait de savoir qui était Henri IV, Louis XIII, j'ai commencé à chercher dans l'histoire. Et pareil pour les passagers du vent à l'époque, dans les années 80. Donc ça a toujours été, pour moi, la BD, ça a toujours été, il y a toujours eu un volant historique. Il n'y a pas que ça. Il y a la science-fiction, le western, mais qui peut aussi être considéré comme des historiques d'ailleurs. Mais pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Et quand j'étais considéré au début de mon parcours d'auteur de BD comme un scénariste de science-fiction, j'utilisais quand même toujours l'histoire pour créer des récits en fait de science-fiction, pour les transformer. Et voilà, donc l'histoire et l'actualité, pour moi, ça a toujours été ma manière de faire des scénarios, même si c'était de la SF, même si c'était de l'heroic fantasy, je partais toujours d'un fait d'histoire ou d'actualité pour parce que mon éditeur, mon premier éditeur, Jean-Claude Camano, qui était l'éditeur chez Glénat, il m'a toujours dit, mais attention, si tu fais de la BD historique ou si tu fais de la BD de science-fiction, n'oublie pas que tu ne vas pas parler à des gens qui sont morts il y a 500 ans ou à des gens qui seront nés dans 3000, mais tu vas parler aux gens d'aujourd'hui. Donc il faut que tu trouves toujours des liens pour intéresser tes lecteurs, même à travers la BD historique. Bien sûr. Bon, alors ça c'est un premier point, Jean-David. Je vais passer maintenant à Jean-Yves pour justement revenir à ses débuts que nous avons vécu un peu avec lui ensemble il y a 10 ans. Là, Jean-Yves, toi par contre, toi tu as une formation d'historien Oui, pur et dur.
Oui, pur et dur, j'ai un doctorat d'histoire, j'ai Absolument. soutenu en 2000. Et pour moi, l'arrivée à la BD a été presque un hasard, encore que je pense que le hasard n'existe pas. Et il faut le saisir aux cheveux quand il passe, c'est-à-dire qu'il faut être préparé. C'est Théodore Monod qui disait ça, quoi. Il faut, voilà, si le hasard n'existe pas, on est préparé à le recevoir, et donc ça n'existe pas. Alors ça veut dire qu'au fond de moi, j'avais peut-être cette passion qui en fait vient de loin parce que j'ai fait histoire, parce que j'estimais que je n'avais pas assez de talent pour être écrivain. Et j'aimais l'histoire. J'aimais l'histoire. Alors, comme Jean-David, je lisais de la bande dessinée, mais je lisais très peu de bande dessinée d'histoire parce que moi, je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup à notre âge. On avait la collection chez Larousse de l'histoire de France en bande dessinée, que Mhm. moi, j'aimais bien à l'époque, mais qu'aujourd'hui, je regarde avec distance. C'est pas tout à fait ce que je fais. Et puis, il y avait aussi la collection Far West, un par semaine, ou je ne sais plus. J'aimais beaucoup cette collection-là. J'avais 12 ans ou quelque chose comme ça. Mhm. 14 ans, 15 ans, je ne me rappelle plus. Mais il n'y avait pas grand-chose. Moi c'était une culture BD très classique, Tintin, Astérix, Lucky Luke, etc. Puis après, j'ai cessé d'en lire, je me suis consacré à l'histoire. Mais au fond de moi, il y avait toujours ce petit démon de la fiction. Parce que on va parler de BD historique, BD historienne, peut-être la différence, etc. Tu as parlé de pur et dur, et puis d'une part de fiction. Mais moi, je considère qu'il y a que la fiction, finalement, que la BD appartient au genre de la fiction, même la BD qui raconte une histoire vraie. Euh, donc, Ça veut dire, Jean-Yves, il n'y aurait qu'une seule BD historique, c'est ça? alors, il y a des genres et des sous-genres, mais la BD appartient au genre littéraire. Ce n'est pas de l'histoire. Et si une BD devient un cours d'histoire, je pense que ce n'est plus tout à fait une BD, c'est quelque chose d'autre. Et c'est raté en tant que BD. D'accord. C'est peut-être un bon cours d'histoire, mais Ok, c'est Ok. plus une BD. Et toi, intéressant. Nicolas, alors, Nicolas? Ouais, non, je suis assez d'accord avec Oui. mais moi, alors, bah moi, l'histoire, j'ai une histoire familiale en fait qui m'a un peu forcé à me plonger dans l'histoire parce que c'est le côté lorrain en fait. Et chez les Junkiers, on fait des enfants tard. Donc moi, mes parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Mon père était adulte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mes grands-parents sont du 19e siècle, etc. Donc, j'étais obligé de baigner là-dedans. Quand on se prend une baffe par sa grand-mère, parce on a le malheur d'appeler son frère Franz au lieu de François, mais on n'est pas des Boches, on est des Français, bon, on est obligé de s'intéresser à ça. Mais on parlait de bande dessinée. Moi, j'ai découvert un truc fantastique quand j'étais gamin, mais tout petit. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas de la BD, c'est Il était une fois l'homme. Et Il était une fois l'homme, ça passait en dessin animé à la télé. Moi, j'étais en maternelle et ça m'a passionné. Et en fait, c'était de la BD parce qu'ils éditaient des petits fascicules. Et ma mère nous les achetait toutes les semaines au kiosque. Et j'ai encore les 26 fascicules. J'ai forcé mes enfants à les lire, hein. Enfin, sauf que je les ai dégoûtés de l'histoire pour le coup. Mais j'ai encore mes 26 fascicules et une fois l'homme qui m'ont suivi. Et toutes les années d'école primaire, je les lisais, les relisais. Enfin, je les connais quasiment. Je pourrais encore vous citer les 26 couvertures, les 26 thèmes, etc. Avec tout ce que une fois l'homme apportait. C'est-à-dire sortir des grands hommes, sortir de l'histoire de France. On va vers l'international, etc., etc. Donc ça m'a beaucoup porté. Et puis après, il y a eu encore d'autres lectures. Une autre BD qui n'était pas considérée comme une BD historique, mais qui, pour moi, jouait un rôle énorme, c'était Les Tuniques Bleues. Et la lecture de Blackface, notamment quand Blackface est sorti, je me souviens, j'avais été l'acheter à mon Carrefour du coin pour de Congo, là. Blackface, ça a été un coup de poing dans le ventre quand même, cette espèce d'histoire qui c'est pour les enfants, c'est du gros nez, comme on dit, du gros nez, c'est-à-dire des personnages à la Gaston Lagaffe. Et on nous explique que la guerre de sécession, c'est pas si clair que ça, en fait. C'est pas les nordistes qui viennent libérer les Noirs. En fait, il y a d'autres raisons, quand même. Il y a l'histoire d'argent, il y a des gros sous, c'est pas très net. Et les Blancs sont pas tellement copains avec les Noirs. Et puis finalement, les nordistes, ils sont pas tellement envie de libérer les Noirs. Enfin, en tout cas, pas complètement, pas tant que ça. Et il y avait un propos un peu à double sens qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et puis alors après, adolescent, bon, bah après, c'est un peu la puberté. Là, du coup, c'est Tardy qui arrive, etc., etc. Donc là, c'est une sorte de puberté historiographique pour moi, Tardy. Donc j'ai longtemps baigné là-dedans et pour moi l'histoire est devenue un peu une évidence, peut-être plus que la bande dessinée, parce que du coup j'ai pas fait d'études d'art, mais j'ai fait des études d'histoire, enfin, sauf que moi j'ai pas été aussi loin que Jean-Yves, loin de là. Mais après j'ai mélangé les deux assez naturellement, enfin je me suis pas trop forcé pour le faire. Tu as parlé de Tardy, justement, on l'a évoqué tout à l'heure, mais pour tous les trois, c'est un repère, c'est quelqu'un qui vous a marqué, Tardy, à travers justement ce qu'il avait fait sur Aguerre 14. Évidemment, oui. Oui, Non, pas du Auteur. tout. oui, tout à fait. C'est même quelqu'un, Alors, oui, qui est C'était un même, repère.
C'était même une barrière, parce que moi, quand j'ai fait Le Front, donc tu parlais tout à l'heure en 2000, ça devait être en 2000-2001, quand j'ai envoyé ce projet aux éditeurs, il y a plein d'éditeurs qui m'ont répondu, mais une BD sur 14-18, pourquoi faire? Tardy l'a déjà fait. Donc Jean- c'était Jean- vraiment. Jean-Yves, toi alors justement, toi C'est pas aussi? un éditeur, c'est plusieurs, hein, qui m'ont répondu ça, hein. Jean-Yves, toi justement, qui 14 a été une spécialité, tu l'as ressenti comme un poids aussi, Tardy, ou comme un... finalement... Euh, Ni un poids, ni un modèle, parce qu'en fait, je n'ai pas adhéré. J'ai pas du tout adhéré à Tardy. Alors, quand j'ai lu plus jeune, évidemment, ça m'a intéressé. Mais ensuite, quand j'ai travaillé sur 14-18, j'ai vu à quel point Tardy, ce n'était pas vrai. Et alors qu'il a fait toute sa renommée sur on va vous montrer vraiment la guerre de 14, avec les tripes qui dégueulent, avec le sang, etc. Et en fait, il y a, bien sûr que ça c'est vrai, mais il y a chez lui peut-être comment dire, il veut montrer, et il y a presque une esthétisation de cette violence. C'est Hein, vrai. il veut voir l'œil qui gicle, il veut voir le rat qui mange les intestins, il veut nous montrer toutes ces erreurs. Alors bien sûr, il y a un but politique derrière, il faut vomir la guerre, il faut la détester, il y a du pacifisme qui est derrière. Mais justement, il y a une entreprise idéologique qui est tellement évidente et tellement énorme que j'avais l'impression de voir l'inversion des illustrés pour enfants de la guerre de 14-18, où on essayait de nous vendre la guerre, voilà, de nous faire adhérer à la guerre. Et là, c'était absolument le contraire, mais c'était avec des idées finalement aussi simples, avec des erreurs énormes. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans Tardy, il dit qu'il s'est toujours inspiré je ne me rappelle plus comment s'appelle son ami, qui avait une énorme collection qui a été léguée. Vernet. Vernet, voilà. Il dit pour dessiner un cascadrian, il lui prête un cascadrian pour lui dessiner une tenue. Chez lui, Une tenue. dans son atelier, il y a un mannequin d'un poids. Voilà. Eh bien, c'est super. Il ne manque pas un bouton de guêtre. Le casque, il est absolument reproduit à 100%. Le problème, c'est que l'histoire, elle est bancale. Le problème, c'est qu'il croit que les fusillés, c'est des mutins. Or, sur 650 fusillés, il y a 30 mutins. Donc, il confond 14 et 17. Oui, Il y a maintenant, plein d'erreurs comme ça. oui, Jean-Yves, dans le cas de Tardy, il y a quand même- alors là, ensuite, on fermera le débat sur Tardy, mais je veux dire, il y a une volonté politique très précise quand même, hein. Oui, Euh, Entre lui et son épouse, enfin, je connais bien, je connais depuis 30 ans, on n'est pas, voilà, 14-18, c'est en fait, Charonne, enfin, voilà, c'est vraiment, on s'est fait tuer pour rien, on n'aurait jamais eu ce, enfin, voilà, c'est très bien précis. sûr. Mais juste un exemple, il a dans son bureau justement le dessin d'un soldat qui a une bonne bouille et il l'a reproduit c'était la guerre de tranchées. Mais il l'a mis en grand dans son bureau et dans ce dessin de la guerre des tranchées, il dit oh, toi qui avais une bonne bouille, on t'a sacrifié, tu étais une pauvre victime, on t'a donné un fusil, et voilà, etc. Et qui étais-tu, etc. En fait, ce dessin, il vient d'un film de l'OCPAD et effectivement, le gars a une bonne bouille, il est décoré et on ne sait pas qui c'est. Enfin, il ne sait pas qui c'est. Moi, j'ai retrouvé son nom et en fait, il est décoré parce que c'est un tueur de Bosch. Un tueur de Bosch. C'est celui qu'on a tué le plus. Et c'est pour ça qu'on le décore. Et lui, il le prend comme pauvre Modèle, mais sacrifié, bon. etc. Donc, on voit bien que l'entreprise idéologique dénature complètement l'histoire. Alors, la question, on va revenir, on relaisse Tardy, hein. J'ai bien fait de ne pas lui dire, voilà, oh mon Dieu, merci Jésus. Donc, attends, on revient. Comment, alors, l'un après l'autre, Jean-David, on va commencer par toi. Comment tu choisis justement un sujet historique? C'est-à-dire que, encore une fois, ben, on peut revenir peut-être sur Madeleine, hein, sur la façon dont, avec elle d'ailleurs, tu as écrit. Comment a été moi je le sais, mais pas nos auditeurs, comment tu as choisi de réaliser finalement ces merveilleux albums d'une force rare et d'une authenticité certaine? C'est gentil. En fait, ça vient de loin, ça vient de Lavilliers, dont j'étais fan quand j'étais gamin. Et je suis toujours fan d'ailleurs de Lavilliers. Et en fait, il a chanté une chanson qui s'appelle Scène de ghetto. Et donc, le mot ghetto, moi, je suis vraiment sensible à certains mots. C'est un mot qui m'intéressait depuis longtemps. Et un jour, j'étais à Paris et il y avait une expo sur les ghettos de la Seconde Guerre mondiale au mémorial de la Shoah. Donc, j'y vais parce qu'il y a le mot ghetto qui traîne dans ma tête depuis longtemps. Et là, je découvre les ghettos de la Seconde... Enfin, je connaissais, mais une exposition sur les ghettos de la Seconde Guerre mondiale. Et pendant 2 ans, je ne sais pas quoi faire, mais je sais que j'ai envie de faire une BD là-dessus. Et je tombe sur une personne qui s'appelle Irena Senderova, qui est une dame qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie.
je commence à écrire cette histoire, à me renseigner sur elle. Elle était morte en 2008, moi j'ai commencé en 2014. Et j'écris cette BD, c'est publié chez Glénat. Et, et en fait, j'étais hyper frustré de ne pas l'avoir rencontré. Et le 8 mai 40, le 8 mai 45, n'importe quoi. Le 8 mai 2017, il passe à la télé un documentaire qui s'appelle Résistante, dans lequel il y a 3 résistantes, Marie-Jo Chombar-Delauve, Cécile Roltanguy et Madeleine Riffaut. Et je suis attiré par Madeleine Riffaut et je me dis, il faut absolument que tu la rencontres parce que tu as encore la chance de pouvoir croiser quelqu'un qui a vécu cette période et elle pourra te raconter tellement de choses que Irena n'a pas pu te dire, même si Irena était polonaise, mais là c'était sur la France. Et donc j'ai tout fait pour rencontrer Madeleine. Et donc j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone. Elle m'a envoyé chier la première fois, mais c'est normal, c'était Madeleine. J'y suis retourné et puis finalement je l'ai rappelé, elle m'a dit de venir. Et voilà, c'était sans doute en mai ou juin 2017. Et puis on s'est quitté finalement mercredi 6, mercredi 6 novembre parce qu'elle est morte, mais sinon on serait pas quitté, voilà. Oui. Et donc là, encore une fois, on le disait tout à l'heure, là, tu es sur une saga, j'allais dire, même si j'aime pas trop le terme, mais disons de 9 albums, puisque tu vas finalement couvrir la totalité de sa vie avec le dessin, bien sûr, Dominique En Verteil. fait, c'est ce qu'on voulait faire dès le départ, mais on avait signé chez Dupuis pour sa période de résistance, c'est-à-dire jusqu'à la libération de Paris, le 25 juin, le 25 août 44. Bon, ça se finira le 26, mais peu importe, le quatrième tome. Mais on espérait bien pouvoir continuer parce qu'après, elle rencontre Paul Éluard qui lui sauve la vie d'une certaine manière, et puis Ho Chi Minh, et puis Aragon, Elsa Triolet. Bon, c'est une vie de dingue et elle devient un grand reporter de guerre. Mais on pouvait pas dire à Dupuis, allez les gars, on n'a même pas signé, on n'a même pas sorti le premier album, signez-nous 8 bouquins. Donc on avait cet impératif finalement avec Dominique d'espérer de tout faire pour que le premier tome se vende, parce que nous, on avait envie de continuer à raconter sa vie. Et puis surtout, il y avait un truc qu'on n'avait pas envie de faire, c'était si ça se plantait vraiment le premier tome, aller dire à Madeleine, bah, désolé, ça s'est planté, on s'arrête là, voilà, c'était pas possible. Donc, mais il y a toujours ce risque dans la bande dessinée que ça marche tellement pas que ça s'arrête dès le départ. Donc on a serré les fesses, et puis finalement, c'est bien passé. Et à partir du moment où le premier tome est sorti, on voyait que ça marchait bien. Chez Dupuis, ils ont tout de suite accepté qu'on continue. Julien Papelier, le big boss de chez Dupuis, est venu voir Madeleine et qui lui a dit ah bah c'est bien beau tout ça, mais si on fait plus d'albums, il faut me faire des contrats tout de suite parce que moi, l'argent, il me servira à rien quand je serai morte, hein. Donc faites-moi les contrats tout de suite. Donc voilà. Et voilà, on est l'assurance maintenant qu'on peut continuer. Et puis on a de la chance parce que ça marche bien à tous les niveaux, quoi. Donc c'est assez rare d'avoir une BD qui marche à tous les niveaux comme ça. Donc on est content. Voilà. Et puis on lui rend un hommage. Et pour finir sur ce sujet, je pense qu'il y a peut-être un truc dont je me suis rendu compte dernièrement et qui est assez étrange, c'est que grâce à une bande dessinée, ce qui est quand même une chose assez rare finalement, on a ramené Madeleine dans l'histoire de France à la place qu'elle devrait avoir. Oui. Et c'est assez rare que ce soit une bande dessinée qui fasse ça. C'est-à-dire, c'est presque un miracle. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est comme ça. Elle était oubliée un peu et elle est de Oui. nouveau très connue. Et c'est une grande personne de la résistance. Oui. Et donc c'est génial, c'est une fierté absolue. Elle nous a aidés, on l'a aidée, voilà, on lui a fait une fin de vie formidable et puis on a été super fiers de la connaître. Oui, oui. Non, c'est une très belle aventure, je dois dire, et encore Oui. une fois, une très très belle bande dessinée, parce que bon, avec Bertel, vous avez là signé un truc, enfin réalisé vraiment un exploit en tout point, hein. Bien, pour Jean-Yves, comment tu choisis, toi, alors finalement, tes sujets? Comment tu te dis, tiens, pourquoi finalement la photo midi, ou pourquoi les compagnons de la Libération? Quelles ont été les motivations là? Oh, De ce livre? c'est difficile à dire, mais en tout cas, il faut avoir envie de raconter une histoire. Il faut avoir envie, ça c'est vraiment le point de départ absolu, c'est-à-dire et pour raconter une histoire en BD, c'est pas la même chose que quand on la raconte en livre. Il y a des ressorts dramatiques qu'il y a en Oui. BD qu'on n'utilise pas dans un livre d'histoire. Dans un livre C'est vrai. d'histoire, je suis pas là pour faire pleurer ou pour faire rire, pour qu'il y ait des cliffhangers en bas de page. Ça marche pas comme ça, les livres d'histoire. Et là, il y a une autre logique, on va dire. Et là, justement, il y a des ressorts sur lesquels on peut jouer. Et donc, il faut qu'il y ait une histoire avec des rebondissements. Il faut qu'il y ait une dramaturgie, un climax.
Voilà, donc on ne peut pas choisir n'importe quelle histoire, on ne peut pas investir n'importe quelle histoire. Moi, mon éditeur, dans les Compagnons de la Libération, m'a déjà dit ça serait bien de faire un Chaban-Delmas parce qu'on pourrait avoir un partenariat avec la mairie de Bordeaux, bon, voilà, etc. Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que son action dans la résistance, elle est importante. Il est le représentant du général de Gaulle, mais il n'est pas, il est là juste en tant que représentant du général de Gaulle. Il n'a pas d'action particulière et moi, je n'ai pas d'histoire à raconter. Donc, ça ne m'intéresse pas. Le général très tôt, c'est un des plus jeunes généraux de France. Et il Oui. montait l'escalier très vite en imperméable, je me souviens toujours. Chaban, ça a été une image aussi assez. C'est vrai, mais il n'a pas non plus eu une action. Enfin, Chabon, il a essayé de signer la trêve Oui, que Roll Tanguy a Voilà, refusé, donc en c'est pas très 44, clair oui. en plus. Ouais. oui, tout à fait. Oui, ça fait pas toute une BD, quoi. Non, non. Donc, je ne sais pas quoi dire à part ça. J'ai envie de raconter des histoires, j'ai des histoires en moi. Et je pense qu'en fait, une histoire, peut-être, elle dit quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose d'exemplaire. Pas nécessairement parce que c'est des héros, hein, peu importe. Même ça peut être des méchants. Mais une œuvre doit dire quelque chose. Quand on fait un film, quand on fait un roman ou quand on fait une bande dessinée, c'est pas juste pour raconter une histoire, simplement voilà, cette histoire m'a plu, puis c'est tout. C'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose. Et si ça touche le public, c'est parce que justement, elle disait quelque chose. Bah, D'accord. je pense que c'est un point de vue. C'est un point de vue. Voilà. La Oui, Oui, différence entre l'histoire et le scénario, c'est que nous, on donne notre point de vue sur une histoire finalement, et ça devient un scénario. et alors on ça, peut c'est combler les vides. On une peut autre combler les question, vides. c'est une question qui va suivre. Mais Nicolas, à toi, à ton tour, dis-moi comment toi tu choisis. Par exemple, immergé, ou enfin, je sais, il y a des, ou même le général. Comment tu as choisi un général des généraux? Je le sais, parce que je t'ai déjà interviewé. Mais il faut, voilà, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as eu envie de parler du 13 mai 58? C'est très variable. Enfin, c'est des oui, enfin, comme on dit, c'est des envies. Et c'est le moment où on se dit, ah bah là, j'ai un angle différent, j'ai un truc différent, quel qu'il soit. Alors, tu vois, c'est pas pour revenir à Tardy, mais le militantisme de Tardy, qui est effectivement très très présent dans ces BD, si on l'enlève, c'est plus du Tardy. Alors moi, c'est pas le militantisme, mais ça va être, dans un général des généraux, ça va être l'humour. Ça va être la farce, là, vraiment la satire en me posant des questions, parce que ce qui m'amusait, c'était de me dire, mais en fait, mai 58, est-ce que De Gaulle aurait menti? Est-ce qu'on peut vraiment dire que De Gaulle a menti en proclamant, avec le Je vous ai compris? Est-ce qu'il est arrivé au pouvoir porté par les partisans de l'Algérie française, alors qu'on sait qu'après, il l'a abandonné? Est-ce que la Cinquième République est vraiment arrivée suite au bénéfice d'un putsch? Voilà, c'est des choses comme ça, et l'aspect comique m'a paru très Mm. rapidement. Mais après, ça peut être plein d'autres choses. Immergé, c'était à la fois bon, tout un travail de recherche. J'essaie de chercher en bande dessinée qu'est-ce que la bande dessinée peut apporter, en fait. Alors, Euh, immergé, Par exemple, la Vierge, si on prend La Vierge et la Putain, c'est très simple. La Vierge et la oui. Putain, c'est un palindrome, c'est deux bouquins je sais Oh, plus, oui. de 100 pages chacun, qu'on peut lire en fait côte à côte. La page 1 de un tome correspond à la page 100 de l'autre, la page 2 correspond à la page 99, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de truc formel, bon, qu'on peut aimer, ne pas aimer, c'est vrai que c'est juste un espèce de jeu sans intérêt, peu importe, mais je cherche toujours un peu ce truc-là. Et immergé. C'était un peu, je voulais faire une sorte de comédie humaine, un truc sur la société allemande sous le Troisième Reich. Donc pas seulement la Seconde Guerre mondiale, mais le Non, sous-marin allemand. euh, Excuse-moi, Nicolas, oui. Nicolas, simplement dire qu'immergé, c'est l'histoire des sous-mariniers. Ouais, enfin, Voilà. on suit un équipage de sous-mariniers allemands durant les années 30 et évidemment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et on change de narrateur à chaque. Ce qui est important pour moi, voilà, c'est de changer de narrateur à chaque tome. Donc c'est une espèce de boîte de conserve, on a un condensé de la société allemande. Bon, c'est pas toujours très fin, peut-être, comme procédé, mais voilà, on a des jeunes, des vieux, des catholiques, des protestants, des urbains, des citadins, des vieux, des jeunes, etc., etc. Et de voir comment tous ces gens-là réagissent dans une boîte de conserve, quoi. Et c'était une sorte de mosaïque de la société allemande. Et c'est un peu Euh, le même débat pour Sola Berlin, non? Parce que Sola Berlin, c'est vrai alors, aussi. Sola Berlin, c'est vraiment la lecture des deux Euh, bouquins qui s'est fait, je eux, pense, ça s'est ça a rapproché, mais c'était rassemblé il y a des. pas mal d'années entre le journal d'une femme à Berlin et les carnets d'interprètes de guerre de Rzheskaya, donc le journal d'une Allemande qui vit
pour la fin du nazisme à Berlin en 1945. Et les carnets d'interprètes de guerre, où Jevskaya, qui est interprète de guerre dans l'Armée rouge, raconte un peu son engagement et ce qu'elle a vécu de son engagement en 41 ou 42, je crois que c'est 42, jusqu'à Berlin en 45, quoi. Et donc, c'était d'imaginer, moi, ce que j'ai fait, c'est imaginer leur rencontre. C'est de la fiction, là encore. Ce qui m'intéressait, moi, c'était d'être là en tant qu'auteur. Donc, d'imaginer la rencontre de ces deux femmes. Voilà. Alors, revenons à un sujet que Nicolas, par contre, a évoqué et a soulevé. Alors, je n'ose pas dire la mission du scénariste quand il traite d'une BD historique, mais on a évoqué Tardy, on a évoqué... Bon, est-ce que finalement, on est neutre? Est-ce qu'on est objectif, subjectif? Est-ce qu'on se projette quand on fait une BD historique? Jean-David, par exemple? Bon, bah, bien sûr, je pense pas qu'on puisse être vraiment Oui. en bande dessinée, on peut pas être objectif. Je pense que, comme je disais, on a quelque chose à dire. Moi, j'aurais même tendance à dire que pour les historiens, il n'y a pas d'objectivité non plus. On s'en rend compte à travers les livres d'histoire, à travers le temps. On s'en rend compte aussi à travers, puisque j'ai travaillé aussi sur Manouchian et les FTP, les francs-tireurs partisans communistes. On se rend compte il y a à la fois chez les communistes une sorte d'allégorie de leurs actes et ensuite sur des gens qui ne sont pas du tout communistes, vraiment une sorte de plaisir à les descendre moralement en disant qu'ils n'ont pas du tout fait tout ça et que ce n'étaient pas des gens très agréables. Donc on sent qu'il y a aussi une idéologie là-dedans. Donc, mais en BD, effectivement, quand on dit je disais c'est de la fiction et je suis assez d'accord. C'est même avec Madeleine Riffaut, on est obligé de fictionner des scènes, des fois des scènes pas très importantes, mais on sait qu'elle savait tirer sur des canards, elle savait servir d'un fusil, qu'elle savait conduire une voiture toute jeune et on a fait une scène qui réunit les deux finalement et puis elle part à Oradour-sur-Glane. Donc ça fait trois éléments de sa vie qu'on a mis ensemble dans une scène et qui n'ont pas existé en tant que tels dans la même continuité. Et donc en fait on est obligé de raconter l'histoire d'une manière peu historique, mais c'est pas toujours très grave on va dire. Mais en tout D'accord. cas on donne du rythme pour Ça le fait, lecteur. Voilà. ça fait partie, en fait, du jeu, quoi. Oui, on passe par l'émotion de Ah, toute façon. Je pense que c'est le plus important pour la BD. ok. Jean-Yves, pareil, pour toi, il y a une part de toi, j'allais dire, qui intègre les BD que tu signes, les BD que tu écris, ou est-ce que tu essayes d'avoir le plus grand recul possible? Alors, je pense comme Jean-David que la neutralité n'existe pas. A fortiori en BD, mais en histoire également, l'impartialité, on essaye de tendre vers l'impartialité, Ouais, mais c'est impossible. C'est impossible parce qu'on est toujours de son temps, donc on appartient toujours à une époque, donc on évolue avec la culture d'une époque. bien sûr. Il y a aussi les confrontations de nationalités, selon qu'on est un historien russe, un historien allemand, un historien américain, on ne dit pas la même chose sur le même sujet. Je le vois sur la Première Guerre mondiale, par exemple. Voilà, donc il y a aussi les questions évidemment politiques, selon et confessionnelles, évidemment. Donc on est toujours aussi l'instrument de notre culture et de notre temps. Donc la neutralité n'est pas possible. Maintenant, en bande dessinée, c'est encore plus... là, c'est assumé, on va dire, même dans une bande dessinée historique, parce que effectivement, euh, quand on ne sait pas quelque chose, eh bien, on comble les vides. Alors que l'historien dit que s'est-il passé dans cette réunion? On ne le sait pas, il n'y a pas de procès-verbaux, il n'y a pas eu de témoins. En revanche, on sait que le lendemain, telle décision a été prise, tandis que dans la bande dessinée, vous faites figurer la réunion, je ne sais pas, par exemple, Munich, il n'y a pas eu quand on abandonne la Tchécoslovaquie à Munich, il n'y a pas de procès verbal entre Hitler, Daladier, Chamberlain, Mussolini. Eh bien, c'est pas grave, on sait ce qui s'est passé et on peut faire une bande dessinée, mais là, il va falloir donc accepter la part de fiction, mais une part de fiction qui repose sur du vraisemblable à défaut du vrai. Et c'est ça ce qu'on fait en bande dessinée, c'est que quand on n'a pas de vrai, on fait du vraisemblable. Et le vraisemblable, parfois, il est souvent vrai. Et la vérité, parfois, elle sonne faux. C'est étrange, mais il y a des choses qui sont vraies et on a du mal à y croire tellement c'est fou. C'est Euh, vrai. il y a plusieurs exemples comme ça, voyons. Là, dans ma bande dessinée sur Comet, parce que dans l'histoire, il y a plein de choses comme ça, de complètement fou. Mais il y a tellement de rebondissements dans l'histoire qu'on n'imagine pas. On dit toujours, jamais un scénariste n'aurait imaginé ça, quoi. C'est complètement fou, l'histoire. C'est pour ça que moi, je puise dans l'histoire pour raconter pour raconter des histoires. Jean-David, justement, là, Jean-Yves a évoqué quelque part la vraisemblance, le côté. Est-ce que
tous les sujets aussi sont bons à être évoqués. Il n'y a pas, j'allais dire, bon, c'est une façon de travail de recherche, mais vous ne vous censurez pas quand vous avez une idée en tête, quand vous avez un sujet historique à traiter, ou est-ce que vous vous dites, tiens, non, c'est compliqué, ou ça peut prêter à confusion? Bon, non, il n'y a aucune raison de censurer, je pense. Non, non, ça ne sert à rien. D'ailleurs, Madeleine disait, mais pour revenir un tout petit peu avant, elle disait, heureusement que quand je raconte mon histoire, heureusement que je sais que je l'ai vécu parce que ça paraît tellement incroyable, même à moi quand je le raconte, qu'il faut que je sois sûr que je l'ai vécu parce que c'est complètement fou, ma vie est folle. Et effectivement, je pense que si on en avait fait, si c'était une bande dessinée totalement de fiction, sans avoir Madeleine pour justifier de sa présence et de sa vie, tout ça, en fait, on nous aurait pas cru parce que ça fait vraiment, il y a trop de trucs en fait, c'est complètement dingue. Et donc voilà, et donc c'est aussi en ça que la réalité transposée en BD ou en fiction, si on veut, elle est intéressante aussi parce qu'elle nous permet de raconter des choses que pratiquement on ne pourrait pas non plus raconter Ouais. dans une bande dessinée purement fictionnelle. C'est assez marrant. Nicolas, pareil, tu repenses à la même chose? Il n'y a pas de, pour toi, de contrainte, il n'y a pas de censure genre de pas en arrière, dire ah non, ce sujet peut-être, ou je ne sais pas, ou de doute? De doute, plutôt, je dirais. Non, enfin, non, non, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, effectivement, que ce soit sur la neutralité, évidemment, ça n'existe pas même chez les historiens. Alors, Attendez, pourquoi elle existe- vas-y. pourquoi elle existerait chez les auteurs, mais c'est pareil en littérature, dans le cinéma ou partout. Quant à la censure, non. Bah, après, bien évidemment, C'est pas une censure. on se pose des Oui. questions et il faut se poser des questions sur sur ce qu'on représente et la manière dont on le représente. On me dit, ah, vous avez fait une BD, une comédie sur la guerre d'Algérie. Mais c'est pas vrai, j'ai pas fait une comédie sur la BD d'Algérie, j'ai fait une comédie sur mai 58. Moi, je me vois assez mal, effectivement, faire une farce comique sur la Toussaint 54 ou Oran 62. C'est pas de la censure. Je me vois mal faire une farce sur la Shoah, par exemple. Bon, pourquoi pas, ça a été fait. Il y a eu les Régal et 16 de Gouriot et Villemain, mais moi, je me fais pas faire. C'est pas de la censure, c'est pas mon truc. Ouais, Non, mais non, ça. non, d'accord, non, non. Mais ça, c'est pas, j'ai pas dit du tout, tu t'es, en faisant le 13 mai, tu t'étais censuré autre. Je veux dire, mais est-ce que les sujets qu'on évoque en se disant non, après tout? Non, le 13 mai, un général des généraux, oui, c'est une comédie un peu burlesque, mais historique, quoi qu'il en soit. Parce que basée sur une réalité historique. Et basée sur des personnages historiques qui étaient bien là, même s'ils sont un peu caricaturés. Mais enfin, après, c'est quand même une adaptation. C'est pas comme c'était dit Oui, avant. Enfin, c'est fictionné quand même. J'ai inventé Bien sûr, j'ai inventé la plupart des dialogues. Il y a des éléments dont on n'a pas d'image. Ce petit tunnel qui existe entre le bâtiment du gouvernement général et le QG de la 10e région militaire, on n'a pas d'image. On ne sait pas du tout à quoi il ressemblait, tu vois. Enfin, il aurait fallu peut-être que j'aille faire des recherches sur place ou que j'ai questionné des témoins, mais bon, ça m'intéressait pas. Je dis, il y a un tunnel, il y a un tunnel, quoi. Peu importe comment on dit. Ce qui compte, c'est l'histoire, quoi. C'est le rythme. alors justement, là, tu me tends une perche parce que je voulais passer à la documentation, c'est-à-dire au travail de recherche, au travail Ouais. d'historien, en fait. Jean-David, alors, bon, avec Madeleine, c'était différent parce que là, tu avais l'histoire devant toi quelque part. Est-ce qu'il a fallu, par exemple, que tu complètes à partir de ce qu'elle te racontait, à partir de ce qu'elle te disait, que tu fasses des recherches supplémentaires? Le travail de documentation est important en général? Il est important aussi graphiquement parce que moi je fournis beaucoup de documentation à Dominique pour essayer de trouver les bons endroits, voilà, à quoi ça pouvait ressembler à l'époque, même si on n'a pas l'époque exacte. Bon, en France, on a de la chance, on a beaucoup de cartes postales. Je me dis toujours qu'une carte postale de 1920 est sans doute plus proche du Paris de 40 que les rues d'aujourd'hui. Donc voilà, on travaille beaucoup là-dessus. Mais on s'est planté aussi, nous, dans le premier Madeleine, par exemple. Madeleine, elle nous disait, le gars là, le mec qui l'a violé, qu'elle connaissait bien, c'était un milicien. Et puis en fait, quand on a fait l'histoire, on s'est rendu compte que quand on a eu publié le premier tome, on s'est rendu compte que la milice n'était pas encore créée. Donc, mais elle le savait que c'était un milicien parce que elle l'a connu après la guerre. Oui. Parce que nous, on ne parlera pas dans la BD, mais elle savait parce que c'était le fils de. En plus, la dame, elle s'appelait Madame Maréchal, qui était une collabo, donc c'est quand même assez marrant. Mais toujours est-il que elle le savait qu'il était devenu milicien, mais au moment où on raconte l'histoire, il ne l'était pas Oui, encore. bien Donc, sûr. dans la deuxième édition, on a mis le Sol, qui était en gros l'ancêtre de la milice. Donc, en fait, il y a toujours ce risque de se planter, mais bon, Anachronisme, oui. voilà, ouais, il y en a. Donc il suffit d'y faire attention. Et après, c'est pas honteux parce que
Hmm. Tu ne peux pas être parfait tout le temps. Ce serait bien de l'être déjà une fois de temps en temps. Jean-Yves, toi, pareil, alors, pour tout ce que tu as pu faire, en particulier avec ton Compagnon de la Libération, on parlait de Chaban tout à l'heure, là aussi, ça demande une documentation, j'allais dire, historique et d'un historien. Ou est-ce que comment tu fais Eh pour ben, il faut garder lire, il faut lire beaucoup. Et on a aussi une chance, c'est qu'après avoir lu et fait le scénario, on est relu par l'Ordre de la Libération, par Ah oui, Oui, des oui. historiens de l'Ordre de la Libération qui sont très, très, très pointilleux. tant mieux. Donc, bon, ça évite aussi les problèmes, hein. Des fois même, c'est une question de dessin. Saluer de la main gauche. Non, c'est de la main droite. Oui, tu vois, j'ai dit il salue son officier. Bon, le dessinateur l'a fait de la main gauche. Voilà. Et puis, il n'avait pas de képi. Non, on ne salue pas si on n'a pas de képi. Faut Exact, avoir un c'est vrai. képi pour saluer. Mais voilà, il y a des petits trucs comme ça. Il faut. Voilà. Et là, ils te pistent véritablement, parce que bon, je les connais, hein, je suis allé, ils te pistent vraiment, tu leur soumets chaque album. Ah oui, 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 bien sûr, puisque à la fin, il y a un petit texte qui est Oui, rédigé, alors pas toujours par l'ordre de la Libération, c'est parfois par le spécialiste, le musée de Grenoble, le D'accord, musée de Vassio en Vercors, etc. Mais ils relisent de toute façon le scénario et parfois ils rédigent le dossier documentaire à la fin, et donc ils d'accord. sont très, très, très attentifs, et parfois euh, ils gênent un petit peu le scénariste, parce que par exemple pour l'album sur Leclerc, qui commence avec la libération de Strasbourg, et on fait un flashback et on revient à Koufra. Moi, je voulais qu'il y ait, quand ils arrivent dans Strasbourg, qu'il y ait le drapeau nazi sur la cathédrale. Parce oui. que visuellement, c'est tout de suite, c'est choquant. Et puis surtout, il faut un volontaire pour aller mettre le Va le chercher, drapeau oui, faut le porter, tricolore. oui. Voilà. Et alors, on a le nom du gars qui l'a fait. Bon, voilà, et hop, il est allé, il est monté, et il a dit: Je suis un ancien de Koufra, mon colonel, voilà, mon général. Donc, allez, parce que tu es un ancien de Koufra, vas-y. Et hop, ça permettra de faire le flashback. Mais il monte et il met le drapeau français. Et moi, voilà, je voulais qu'il mette le drapeau français en faisant tomber le drapeau nazi. Mais, oui, là, on a eu Ah oui, le général chef des anciens de la deuxième DB. Il nous dit: non, 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 le drapeau nazi avait été retiré la semaine précédente ou 15 jours avant. Donc, il ne faut pas le faire figurer. Ah ben oui, mais c'était plus beau symboliquement de jeter le drapeau nazi, de mettre le drapeau tricolore à Bien la place. sûr. Parce que si on met le drapeau tricolore alors qu'il n'y avait rien, c'est moins, on comprend moins le symbole d'un ordre, de la libération, tout simplement, la libération qui, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai dû céder, hein, parce que c'était comme oui. ça, et le scénariste doit céder. Mais ce qui est marrant, c'est que en réalité, il y a aussi une autre erreur, enfin une autre erreur du point de vue historique, mais que moi j'ai assumé, c'est-à-dire que ce drapeau bleu, blanc, rouge, il n'en avait pas dans la deuxième DB, et donc il a fallu prendre un drap blanc, prendre un morceau du drapeau de nazi rouge, ça a fait le rouge du drapeau bleu, blanc, rouge, le blanc c'est le drap, et le bleu ils l'ont teint avec du bleu de méthylène, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ce drapeau, il est visible au musée de Strasbourg. C'était fréquent, hein, c'était fréquent ce genre de choses. Oui, Oh, c'était fréquent. oui. Mais moi, j'ai fait coudre par une couturière une robe bleue, une robe Oui. rouge, un drap blanc, alors qu'en fait, je savais que c'était un drap blanc avec du teint, etc. Parce que c'était plus facile à montrer. C'est chez une bouchère que les soldats sont allés chercher le drap. Mais vous voyez, une bouchère, pourquoi une bouchère? Alors que là, on a une couturière qui coud. Ça, cette scène est fausse, mais elle était plus, comment dire, on n'aurait pas compris que des soldats entrent dans une boucherie, ressortent avec un drap bleu, blanc, rouge. Ça n'a pas, parce que c'est la bouchère qui l'a cousu. Et on met boucherie, puis ils sortent avec un drap. Non, voilà, j'ai mis une couturière. Bon, voilà, Voilà. c'est Oh, parti. c'est des petites libertés avec l'histoire, mais enfin bon, c'est pas. Parce qu'en fait, c'est ça une BD historique qui respecte, enfin, qui raconte une histoire vraie. C'est une histoire vraie, mais avec des détails qui sont faux. Ouais. Des détails faux pour mieux raconter l'histoire, en quelque sorte, ou combler les vides, etc. Hmm. À la différence des BD dites historiques, mais qui sont des fictions, qui se passent une histoire fausse, qui se passe avec qui est dans une histoire vraie, enfin, sur un fond historique. Ça, les détails sont vrais, mais toute l'histoire est fausse. Eh ben, nous, on fait des histoires vraies, C'est ce qu'on on fait disait. des Oui. histoires vraies avec des détails faux. Voilà. Oui, c'est bien. Nicolas, dit pareil, enfin non, toi tu es d'accord pour toutes donc pas de, j'allais dire encore une fois, documentation, pas de censure, non, tu as toujours fait ce que tu as voulu en fait, tu as toujours choisi Oui, des oui. sujets
À sans- peu près, non, mais j'ai fait comme disait Jean-David, oui, non, mais j'ai fait des grosses boulettes, moi aussi, hein, dans mes bouquins, il y en a pas mal, hein. Mais après, effectivement, c'est pas forcément la même chose. Il y a des BD, La Verge et la Putain, Dragon, D'Artagnan, où je me fiche un peu de la documentation, je me fiche un Ah, peu oui, des études du costume, ça n'a pas vraiment d'importance. En revanche, quand je fais Immerger, ou quand je fais Seuls à Berlin. Là, oui, j'y attache énormément d'importance parce que Mm. c'est un sujet qui est un peu plus sensible, qui est un peu plus délicat et j'ai pas intérêt Oui. à déconner, quoi. Donc, faut rester un petit peu dans les clous. Et un général des généraux, parce que là, on parlait du salut militaire. Nous, on avait failli faire quand même une énorme boulette, mais ça, je crois que je te l'avais dit, Jean-Laurent. Quand il fait sa première couverture, book, hein, oui, donc on oui. voit Gaulle, bras écartés. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais demandé de montrer la couverture, hein. Voilà, la couverture de Oui. général des Ah, généraux. Et donc, quand il fait son dessin j'adore. de la couverture, tu as tous les militaires qui sont, ils sont comme ça, quoi. Bah oui, parce que François Bouc, bah, il a été réformé, il a jamais fait le service. Moi, j'étais observateur de conscience, donc j'ai jamais fait mon service non plus. Et on fait ça au Lombard, éditeur belge qui a jamais foutu les pieds dans l'armée française, hein. Donc, il fait ce dessin-là, et heureusement, je sais pas pourquoi, ça fuite sur les réseaux sociaux, quoi. Et là, voilà, là, ça pète, évidemment. Donc, on a plein de types qui nous envoient des photos de Bijard, etc., avec la main vraiment bien comme ça, quoi, le pouce en bas, etc. Donc, le Lombard fait un peu la gueule et appelle François Bouc pour qu'il refasse le dessin. Mais pour que François Bouc refasse un dessin, il faut se lever tôt quand même, hein. François Bouc, il a fait comme ça tous les 4 matins, quoi. Donc ils insistent, ils disent non mais là, et parce que ce qui était vrai, ils avaient raison, c'est une BD qui est drôle, c'est une comédie, c'est pas une BD historique, on n'est pas là pour apprendre mai 58, mais une grande partie de l'humour vient du fait qu'on s'inspire d'événements réels et de choses réelles. C'est-à-dire que si dès la couverture, on met une énorme Ouais, connerie, je comprends. alors là, personne va. Enfin, c'est pas possible, on va pas y croire. Donc, Book a refait un dessin, mais si vous regardez bien, enfin, je vous laisserai regarder peut-être, vous verrez, et on voit que les mains elles sont un peu, elles sont un peu de trois quarts, quoi. Ça fait un peu. Il a fait des mains un peu comme ça, quoi. C'est une jolie Non, anecdote. mais c'est aléatoire, ça dépend des projets, ça dépend des sujets, et puis on se plante. Moi, j'avais fait Malais, où je m'étais inspiré des carnets de Karl Verne Oui. pour les formes napoléoniens. Je m'étais enquiquiné à les retrouver, chaque truc avec la date, c'était bien antérieur à l'événement que je décrivais, etc. Tout allait bien. Le bouquin sort, je suis super content. Et puis, je sais plus, quelques mois après, j'apprends qu'en fait, les carnets, pour des raisons budgétaires, les costumes n'avaient jamais été réalisés, quoi. Donc, voilà. C'est des choses qui arrivent, quoi. Donc, je voulais revenir sur une BD historique qui a marqué quand même toute une époque. C'est finalement, bien avant qu'on parle de la Première Guerre mondiale, il y avait une BD anglo-saxonne qui parlait beaucoup de la Seconde. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui, mais il y avait des petits fascicules, Bataille Britton, Rapace, tous ces journaux, ici. Oui. petits journaux qui racontaient une Seconde Guerre mondiale très idéalisée, où le méchant Bosch était bien sûr découpé en rondelles, et qui pourtant inondait, j'allais dire, le marché français, parce que c'était les petites bandes dessinées qu'on trouvait historiques, entre guillemets, parce qu'elles couvraient aussi bien la bataille du désert. Vous vous souvenez de ces BD-là, où vous avez été lecteur de toutes ces BD anglo-saxonnes, d'ailleurs, même, on voit avec la guerre de Charlie, c'est aussi une BD anglo-saxonne, qui était une bonne référence sur la guerre de 14, par exemple, aussi. Donc les Anglais, finalement, ont été aussi, non pas des précurseurs, mais ont eu au niveau BD une bonne politique. Ça vous dit quelque chose, ça ou pas, Jean-David, tu Moi, je connais les ai ou vus pas? passer, mais plus les BD américaines de Jack Kirby et tout ça, Ah oui, plus, qui racontaient aussi des histoires de la Seconde Guerre mondiale, hein. Donc, et les aussi comics, voilà, toutes ces BD à plus ricains que anglais, à vrai dire. oui, parce que c'est vrai qu'ensuite, surtout Alexandre Hermanda était beaucoup plus proche en Mm. réalité d'un lectorat et qu'on avait bien souvent des parents ou des grands-parents qui l'avaient connu. Donc il y avait une Ouais. côté de transmission plus Mm. facile peut-être que la guerre de 14, même si j'ai connu mon grand-père qui avait fait la guerre de 14. Mais quoi qu'il en soit, la guerre de 14 a quand même, c'est une question, là je pose à vous trois, a pris le dessus quand même largement. Alors, il y a la résistance, mais il y a la guerre de 14 aussi quand même, beaucoup, hein, aujourd'hui, Mais c'est au récent. niveau des lecteurs. Bah, C'est c'est récent. récent, pas tant que ça. Enfin, ça commence maintenant à faire un certain temps, non, ton David? Tu crois pas Moi, je que crois qu'il y a plus de BD sur la Seconde Guerre mondiale maintenant, Ouais. mais moi, j'ai fait des BD aussi sur la guerre de 14, qui s'appelle Cœur des batailles. J'ai toujours, moi, je suis plus historiquement dans ma vie, plus sur la guerre de 14 parce que j'habite à Reims, donc j'habite sur les morts du champ de bataille.
Ouais. j'ai découvert ça quand je faisais mon service militaire en 92 et il n'y avait rien, en fait, ça paraît bizarre, mais il n'y avait rien, quelques BD de Tardy, mais il n'y avait pas de livre d'histoire sur la guerre de 14. Tout ça avait disparu, il restait que les grands romans de l'époque, mais Ouais. toute la Seconde Guerre mondiale avait bouffé la première, et il a fallu longtemps pour que ça revienne. Et moi, je me souviens quand ils ont fait en film Un long dimanche de fiançailles, je me souviens des réactions des gens, des spectateurs qui disaient: ah là là, la vache, c'était comme ça la Première Guerre mondiale. Il y avait les gens, ils mouraient dans les tranchées et tout. J'étais vachement étonné parce que, évidemment, je le savais, mais je pense que ça avait été vraiment oublié, cette Première Guerre mondiale. Et donc, elle est revenue aussi par la BD, hein, je pense, quand même, malgré tout, par Tardy. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est que, bon, pas que Tardy quand même, mais elle est Non, revenue, non, elle est revenue par la BD quand même, je pense. largement. Et puis par le Centenaire aussi, qui a beaucoup Oui, oui, joué bien sûr, évidemment. là-dessus. Elle est Papillon de revenue par Tardy, mais 14, enfin, je pense que Jean-Yves s'y connaît plus que moi, mais le 14-18 était quand même complètement oublié, hein, après la Seconde Guerre mondiale. On le voit dans le Oui, bien sûr. cinéma, dans la littérature, il n'y a plus rien, il n'y a plus de films. Enfin bon, on va dire il y a les Sentiers de la Gloire, bien sûr qu'il y a quelques films ici ou là, Croix, mais oui. on est très très loin de la surproduction sur la Seconde Guerre mondiale. Et quand Tardy, enfin, il a dit en tout cas dans plusieurs interviews, quand il essayait de placer les projets de 14-18 dans les années 70 ou même dans les années 80, Mm. les éditeurs le disaient, mais enfin, ça va intéresser qui ton histoire de poilu? Enfin, tout le monde l'a oublié cette histoire. C'est une histoire qui est finie, qui est complètement oubliée. Moi, je Donc, pense que ça va au-delà de ça, mais on en parle dans Madeleine. Mais c'est vrai qu'il y avait les gars qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, ils sont devenus pacifistes intégraux. Et parmi tous ces soldats qui voulaient absolument plus de la guerre, il y a ceux qui ont vu en 36 qu'il allait falloir quand même refaire une guerre contre les nazis, et il y a ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, malgré tout, pas mal de soldats de la Première Guerre mondiale sont devenus collabos parce qu'ils voulaient tellement pas de guerre, de conflit. Et donc, ils avaient sans doute une mauvaise image de vieux cons de la guerre de 14, et c'est vache parce qu'ils étaient jeunes quand ils ont fait cette guerre, quoi. Donc c'était pas des vieux, mais je pense ils ont subi cette image-là de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Oui, et puis vous avez aussi quelque chose qui est revenu assez rapidement, enfin, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, en actualité, c'est la guerre d'Espagne. Parce que quand, d'un seul coup, on a commencé à revoir, enfin, à avoir beaucoup Oui. d'albums sur la guerre d'Espagne. Et si on prend Giacchino, par exemple, auteur italien de grand talent, Max Friedman, c'est un journaliste qui couvre ces événements d'avant-guerre, quelque part. Et là, par contre, bon, c'est resté quand même une niche, la guerre d'Espagne, parce que c'est quelque chose comme, dont on parle peu, ou dont on parle parce que ce sont des auteurs espagnols qui en parlent et qui Mm. découvrent les BD. Vos lecteurs, en fait, quand vous voulez, parce que vous allez en dédicace, vous recevez des courriers ou autres, quels sont-ils? Vous arrivez à cerner, c'est-à-dire c'est des lecteurs tout azimut, tout âge, toute condition, ou est-ce que c'est vraiment ciblé, Jean-David? Bon, nous, avec Madeleine, on a tout, quoi. Donc on a une chance folle, mais on a aussi des jeunes filles de 12, 13, 14 ans qui ont envie de ressembler à Madeleine et qui sont fascinées par elle, et ce qui est quand même assez rare. Ça m'était arrivé il y a longtemps quand je faisais la série Sillage, où on avait des petites filles qui rêvaient d'être Névis, mais comme pour moi, Névis et Madeleine, c'est la même personne d'une certaine manière. C'était ça qui était fascinant, c'était me rendre compte que Madeleine Riffaut et Névis, ma première héroïne, c'est vraiment le même personnage, anticolonialiste, énervé en permanence, etc. Mais c'était une grande révélation pour moi. Mais du coup, elle inspire beaucoup de jeunes aussi, Madeleine, et ça, c'est vraiment extraordinaire, vraiment. Et rassurant. C'est-à-dire que, Et très rassurant, et très, très rassurant. surtout à l'heure actuelle, moi je trouve que c'est Ouais. vraiment, Mm. qu'elle soit une image qu'on a envie de copier quelque part, c'est très rassurant pour au Ouais. moins ceux qui en ont envie. Jean-Yves, oui, alors Oui. le lecteur, toi, tu vois qui, Mhm. tu vois quoi? Eh euh, bien, alors moi, pour les livres d'histoire, c'est des personnes qui, en moyenne, ont plus de 50 ans. Ça, sans aucun doute. Mais la BD, là, on a un spectre très large. On a des gamins de 10 ans avec leurs parents, les parents achètent, voire des grands-parents qui disent qu'ils achètent pour leurs petits-enfants, mais ils le lisent avant quand même. Donc c'est un spectre très très large au niveau de l'âge pour les BD historiques. Mais, je me suis aperçu que c'est très très masculin, très très masculin. Dès que c'est la guerre, c'est le Vercors, etc. J'ai l'impression que c'est très très masculin. Or, et je m'en suis d'autant plus aperçu que j'ai fait une BD sur Gisèle Halimi. ah Et oui. là, pour Gisèle Halimi, eh ben, c'est presque que des femmes qui m'achètent cette BD. Oui, bien, là aussi, elle est inspirante. Là aussi, c'est un modèle, sans aucun doute.
autant des adolescentes que des jeunes femmes, que des femmes plus âgées voilà, qui ont connu ces combats-là. Là, à la limite, ça s'explique. C'est-à-dire que ça. Oui, ça s'explique, mais comme disait Gisèle Halimi, qui déplace la place des femmes déplace la place des hommes. Donc, C'est vrai. le combat pour l'égalité, il vaut pour tout le monde. D'accord. Mhm. Et en fait, quels sont justement restons avec toi, puisque tu es là, à l'antenne, si je puis dire, comme on dit autrefois. Quels sont les sujets que tu aimerais vraiment traiter? Ben, enfin, tu n'as pas fait le tour encore. Et pour cause, quels seraient les sujets historiques qui te tiendraient à cœur plus particulièrement? Ah, ou alors là, en fait, il y en a beaucoup qui se bousculent dans ma tête. Donc, alors, c'est, alors, il y avait un sujet. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'il y a aussi des sujets qu'on voudrait faire, mais qui sont pris par d'autres. Et Et ça, d'ailleurs, ça, là, c'est, si je peux me permettre, euh, oui, euh, alors voilà, voilà, donc j'ai traité hier le bas d'Inter et tout à l'heure, je reçois, toi, tu vas en sortir un aussi, toi, avec oui, mais moi, excellent Marco d'ailleurs. Oui. Moi, je suis numéro 2, comme pour Gisèle Halimi, numéro 2. Je suis abonné au numéro 2, ce qui fait que la terre est déjà brûlée. Il y a déjà Attila qui a coupé toute l'herbe sous mes pieds. Ben voilà, c'est comme ça. Il faut pas Oui. arriver le deuxième. Mais il arrive aussi que je pense à un sujet et que malheureusement, il est déjà en train d'être traité. Ça m'est arrivé à deux reprises. Mais oui, il y a des sujets qui peuvent m'habiter. Notamment, j'avais l'idée de travailler sur un juste et qui a sauvé juste celui qui a sauvé le plus de vies de toute la Seconde Guerre mondiale. Peut-être 30 000. C'est colossal. Et personne ne le connaît. Karl Lutz. Karl Lutz, c'est un Suisse, un consul suisse à Budapest et qui a mené un bras de fer avec Eichmann. Mais cette histoire est complètement folle. Là aussi, on pourrait croire que c'est inventé. Et ça bouillonnait en moi, mais j'en avais deux autres que je voulais faire. Sylvine Rubinstein, un danseur flamenco qui tuait des nazis, qui s'est engagé dans la résistance en Allemagne, la résistance de la Wehrmacht, enfin bon, en lien avec la résistance de la Wehrmacht, c'est des histoires totalement oubliées qui sont folles. Malheureusement, c'est fait par quelqu'un d'autre. Bon, c'est comme ça. J'avais aussi l'idée du procès du viol. J'avais fait un film sur Gisèle Halimi pour France 3 sur le procès du viol. Quand je l'ai proposé, malheureusement, il est en cours de fabrication chez Glénat. Enfin bon, voilà, j'ai des histoires qui sont. Tu es un peu Justement, persécuté quand même. j'ai des idées sur l'histoire du Japon, par exemple. Ah oui, c'est bien. Sur le Mais ne le procès de dis pas, ne le Tokyo. dis pas. Ah, faut pas le dire, faut pas le dire. Ça peut être Parce que dangereux. j'ai fait un scénario pour la télé pour le procès de Tokyo, et donc je me dis, bah, je Ouais. vais peut-être l'adapter en BD. Jean-David, toi, quels seraient les sujets justement que tu aimerais traiter? Bon, ce que j'aimerais traiter, ça va venir au fur et à mesure, mais ce que je traite déjà pour l'instant, je fais une adaptation d'une pièce de Wajdi Mouawad qui s'appelle Incendie sur la guerre du Liban, Ah oui, Ah oui, guerre d'accord. civile du Liban, donc passionnant. Et puis là, après, on va faire, avec le dessinateur Thomas Cherkesian, avec qui on a fait le Manouchian, on va faire une BD sur Solitude, qui est une des grandes figures de la guerre contre l'esclavage en Guadeloupe. D'accord. Donc, qui sont des histoires passionnantes. Voilà, Mhm. c'est de l'histoire aussi, mais encore une fois, surtout que sur elle, sur Solitude, je crois il y a quelques pages dans un livre Pas qui a grand-chose. été écrit au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Donc, il n'y a pas Mhm. grand-chose, donc il va falloir recréer un peu tout ça, quoi. Mais c'est vraiment, en Guadeloupe, c'est une légende, Solitude. Donc, et en plus, le titre et son nom est magnifique et ça fait un très beau titre de BD. Donc voilà, c'est des trucs sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Parenthèse, simplement, tu parlais du Liban, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin moi en tant que critique, j'allais dire, on voit énormément, enfin beaucoup de bouquins sur la guerre au Liban, mais la guerre, j'allais dire, des années 80, hein, disons ou même sur l'histoire du Liban Mm, depuis 1920, et donc depuis le protectorat et la création du Liban à partir de la mm, Syrie qui rebattent les cartes. Je sais que j'ai rendez-vous à Paris la semaine prochaine avec des scénaristes, parce que là aussi, c'est des sujets qui n'étaient pas vraiment très, très porteurs et très travaillés ces dernières années. Et d'un seul coup, on se retrouve devant, alors, qui n'ont pas de lien, à mon avis, du tout, puisqu'ils ont été faits bien avant mm. différentes Oui, offensives. ce qui se Il y a passe. pas, mais c'est vrai, c'est un sujet
en BD, pour certains romans, beaucoup de romans graphiques, moi j'en connais au moins une demi-douzaine depuis un mois. Mm. Le Oui, Liban. le Liban, c'est intéressant, c'est complètement fou. En plus, je ne sais pas comment on peut raconter l'histoire de la guerre civile du Liban. Je crois qu'il y a 17 factions qui sont les uns contre les autres, mais des fois qui font alliance. Enfin, c'est Absolument. scandale, Oui. en fait. Donc Oui. voilà, mais bon, là, on travaille avec Wajdi, qui est libanais lui-même, et qui a écrit Oui, cette il y a pièce beaucoup qui est d'autres. magnifique. C'est souvent d'ailleurs des auteurs libanais, hein. Il y a Mm. beaucoup d'auteurs libanais, dessinateurs ou scénaristes ou Ouais. journalistes, en fait, qui ont couvert le Liban. Mm. Il y a deux filles là, qui en ont fait un récemment, qui a été envoyée spéciale, et une franco-libanaise. Donc, c'est pas, Mm. là aussi, c'est travailler sur le terrain de très très Ouais. près, de façon journalistique le plus souvent. Alors, Nicolas, simplement, oui, toi, je t'ai posé la question, je me souviens plus. Est-ce que je t'ai posé la question de savoir, toi, ce que tu aurais aimé faire, ce que tu aimerais faire maintenant, là, un peu, après. Non, mais j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai pas de. Enfin, il y a plein de choses et puis rien en même temps. Enfin, pour l'instant, j'ai rien qui me vient à l'esprit, quoi. Euh, je sais pas. Peut-être un truc formel, quoi. Tu vois. Enfin, c'est toujours des espèces de. Peut-être de vieux fantasmes, parce que je me dis toujours qu'est-ce que la BD peut. Parce qu'en fait, la BD, c'est un peu. C'est pas génial par rapport pour raconter l'histoire, tu vois. Enfin, l'histoire, t'as une histoire de temps long quand même, théoriquement. Tu vois, les annales, tout ça, un truc qu'on m'a appris quand j'étais en première année de fac. Brodel et compagnie. Or, le temps long en bande dessinée, c'est compliqué. On a un petit nombre de pages. Euh, donc, c'est pas pour faire un truc pédagogique, parce que c'est pas du tout mon truc, mais j'aimerais bien faire un truc du temps long, mais sans faire un truc de 10 000 pages, quoi. Et je sais pas si c'est. Il faudrait trouver avec des ellipses incroyables, quoi, mais je sais pas comment faire ça. Mais ça, c'est un truc qui Pas m'intéresse. véritablement, Pas t'as pas m'exciter un petit peu. véritablement, t'as pas véritablement de sujet à chaud là, à me dire tiens, je suis sur tel truc et je suis en train de Ah. dessiner ou d'écrire. Bah si, si, je travaille avec Nicolas Barral. On va sortir une BD sur la jeunesse de Churchill. Voilà, je peux te dire Ah, ça. donc là, on est aussi dans une BD tout à fait historique. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Tant que Très- le dessin de Barral peut être légèrement, pas caricatural, mais enfin on peut, non? Bon, c'est plutôt du semi-réalisme, quoi. On dit ça quand on sait pas trop quoi dire, on dit que c'est réaliste. C'est bien. Donc, pour revenir un petit peu, là, tout à l'heure, on parlait de la guerre d'Algérie. Vous êtes trois auteurs, dont un qui a touché le sujet, j'allais dire. Euh, vous pensez que c'est parce on est très bloqué en France sur ce sujet-là, parce que la guerre d'Algérie, c'est tabou, parce que, ou est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça va commencer à se décomplexer, enfin, pas se Non, décomplexer, là, libérer. il y a plein de BD qui sont sortis ces dernières années sur la guerre d'Algérie. Et après, il y a Ferrandez qui est quand même là depuis très longtemps, Ferrandaise, oui. qui est un peu l'équivalent de Oui. Tardy pour la guerre d'Algérie, dans le genre Oui. bonhomme qui est là, et qui Jacques Ferrandez, c'est plutôt l'histoire de l'Algérie depuis 1830 et Oui, qui mais se quand même. 32. Je sais pas, Oui. Ryan, le bouquin de l'Axe aussi, là, qui était par exemple l'histoire d'un appelé en Algérie, mais je veux dire, c'est quand même, tu nous disais que On couvre tout. On couvre tout. tu avais participé à un débat, c'est pas évident, encore une fois. Autant on peut aujourd'hui faire une BD sur la guerre d'Indochine historique, autant l'Algérie, c'est toujours un peu compliqué, non, quand même? Non, je trouve pas. Non, au contraire, je trouve que c'est plutôt l'Indochine qui est la grande absente. La guerre d'Indochine, est absente des radars, j'ai l'impression, dans le cinéma, dans la littérature, en C'est BD. vrai. Oui, mais parce que Sur l'Algérie, il y a énormément de choses sur l'Algérie. Énormément. d'accord. En bande dessinée, peut-être pas autant que dans le cinéma ou dans la littérature. Enfin, en cinéma, c'est pas énormément non plus. C'est pas comme les États-Unis avec la guerre du Vietnam, bien évidemment. Mais il y a quand même pas mal de choses. En bande dessinée, j'étais une table ronde hier, on était quatre auteurs, mais le modérateur a cité 12, 15, 20 bandes dessinées sur le sujet quand même. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est caché, qui est au contraire. On voit bien que les acteurs de la guerre d'Algérie se font vieillissants, malheureusement. Et donc, comme souvent dans ces cas-là, on éprouve le besoin de recueillir des derniers témoignages, d'en parler, etc., etc. Et donc non, je pense qu'il y a pas mal de BD sur la question quand même, sur le sujet. De, Vous êtes de... des, vous êtes des lecteurs de BD historiques, Jean-David, tu lis Je lis tout, moi. oui, non, je sais, d'accord, mais est-ce que tu as Donc, des. Non, tout, toi, il n'y a pas de. non, non, j'aime bien la BD. En général, C'est un donc peu simplet, quoi. Je lis des BD, quoi, tu vois. d'accord, mais enfin, t'as Non, pas. mais pour revenir juste 2 secondes sur la guerre d'Algérie, nous, on sait très bien, parce qu'on va y venir avec Madeleine, Oui, puisque bien sûr. journaliste anticolonialiste, attentat à Oran en 62, elle meurt presque parce que condamnée à mort par l'OS. Donc, on sait très bien que ce sera sans doute la partie la plus sensible de sa vie,
parce que bon, pour l'instant, la résistance est devenue un peu plus consensuelle. Mais quand on va aller toucher du côté de l'Algérie et de ce qu'a fait Madeleine en Algérie, on va nous tomber. Ce sera plus compliqué, je dirais. Voilà. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. En fait, je ne me suis pas exprimé. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des réactions aujourd'hui, toujours aujourd'hui, par rapport à l'Algérie ou la façon dont c'est traité, puisque tu le dis très juste titre. Madeleine, c'est l'humanité, c'est une anticolonialiste confirmée, qui donc là qu'on va découvrir, ça peut plaire ou ne pas plaire. Autant effectivement, quand elle a été arrêtée par la Gestapo, tout le monde dit, voilà, Oui, il y a bien sûr, bah voilà, c'est sûr. c'est ça plutôt que je voulais dire. C'est que quand on parlait de la guerre d'Indochine tout à l'heure, la guerre d'Indochine, à part le Pierre Schlonderfer dans son 17e section, je sais qu'avec on avait avec Christophe, on avait fait une BD, il avait fait une BD qui se passait à Saïgon, pareil, dans les années 50. Bon, c'est pas très porteur. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est qu'il n'y avait pas d'appelé en Indochine, ça a été une guerre morte, et que tout le monde, grosso modo, à part le côté Bijar, Dien Bien Phu, qui a été traité aussi par Dobbs sous forme de scénario, il n'y a pas, bon, je suis pas sûr que ça intéresse, ça passionne les gens, c'est plutôt ça le problème. Euh, pour revenir, Jean-Yves, toi aussi, là, guerre d'Algérie, justement, toi, l'historien, comment tu ressens justement ça en BD tu penses que c'est quelque chose qui est tout à fait admis aujourd'hui, quoi qu'il en Alors, soit? moi, quand j'ai assisté à des colloques et des séminaires sur la guerre d'Algérie, ça remonte quand même à quelques années, mais je Oui, me suis aperçu que, eh ben, on le savait évidemment que les mémoires étaient toujours oui, blessées, et je me suis aperçu que lors des discussions, ça s'est enflammé, ça bien s'est sûr. enflammé, Bien sûr. et donc les choses de son, la souffrance n'est pas éteinte. Et en plus, elle se transmet parce que dans ceux qui s'engueulaient, il y avait aussi Oui, des jeunes issus de l'immigration, c'est-à-dire donc en fait il y a qui sont français et qui donc simplement ils portent aussi la souffrance de leur père, sans parler aussi des enfants des pieds noirs qui vont porter aussi parfois la souffrance de leurs parents. Donc il y a des choses qui ne oui, sont pas réglées. Mais maintenant, moi j'ai l'impression effectivement que par rapport à il y a 20 ans, que cette question en BD, elle commence à être traitée. Peut-être y aura-t-il un décalage. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est la même chose. L'approche de la Seconde Guerre mondiale, oui, de Vichy, la oui, responsabilité de oui, Pétain, etc. Tout ça, c'est les années 70, les années 80, Henri Rousseau, un passé qui passe pas, etc. oui, Et oui. en BD, ça s'est traduit dans les années 90-2000. Mm. Il y a un décalage entre Oui, il la y a un production décalage. Oui. historique, les réflexions historiques, et ensuite comment C'est vrai. les artisans de la Oui, mémoire, que sont aussi les scénaristes, etc., vont se saisir de l'histoire, oui, vont ça lire passe. pour Oui, l'appliquer en BD. oui. Et donc peut-être pour la guerre d'Algérie, c'est aussi un petit peu cela. Il va y avoir, on va Probablement, oui. peut-être vers une, il y en aura sans doute plus dans l'avenir, effectivement. Oui, il y en aura peut-être plus, mais enfin, ceci dit, qu'aussi beaucoup, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup, j'allais dire, des acteurs ne sont plus là ou disparaissent peu à peu. Et c'était beaucoup plus difficile il y a 20 ans, puisqu'ils étaient, j'allais dire, presque dans la force de l'âge, Peut-être. et 20 ans après la fin de la guerre, ou même pas après la guerre. Donc les Oui, acteurs étaient présents, et ils acceptaient ou n'acceptaient pas la vision que pouvait donner une bande dessinée, entre autres, et la littérature encore plus, à part les bouquins de Carrère. Bon, voilà, donc c'est plus compliqué, hein. Il y a par contre sur la guerre d'Algérie, enfin sur De Gaulle, oui. annoncé que va sortir bientôt Les Gorilles du Général. Ça, c'est pour donc les trois qu'on a toujours vus autour de De Gaulle. C'est Xavier Dorisson qui est au scénario et Julien Tito au dessin. C'est un dessin très, très années 70. Enfin, bon, Ah voilà. oui. Et donc, on va retrouver les trois fameux barbouzes qui ont toujours été les mêmes dans une aventure épique autour du général. Voilà, alors, bon, écoutez, on a quand même fait un bon tour là quand même, hein. Je Oui, pense que on va peut-être faire une pause, j'allais dire une pause, s'arrêter un peu. Est-ce que vous voyez les trois, l'un après l'autre, Jean-David, quelque chose que je n'aurais pas ou j'aurais oublié d'évoquer concernant la BD historique qui Non, nous moi je rend. crois que tu n'as rien oublié, mais je dirais que pour une des raisons pour lesquelles moi ça me semble très important d'avoir une bonne documentation, autant que faire se peut, c'est parce que quand j'étais gamin, j'ai vu un film. Moi je suis donc de Reims, comme je disais, donc pas loin des Ardennes. Il y a un film américain qui s'appelle La bataille des Ardennes. Et Oui, donc alors là, pour des raisons de budget sans doute, ils ont tourné les scènes de poursuite de chars en Andalousie. oui, Et donc l'Andalousie ressemble assez peu aux Ardennes, en c'est vérité. vrai. Et donc, on les voit dans une sorte de pampa. Et je me suis toujours dit, mais c'est complètement dingue parce que, en fait, ça veut dire qu'une fois que des gens ont vu ce film, ils auront l'impression que les Ardennes ressemblent à l'Andalousie. Et en fait, finalement, il faut quand même faire attention à ça parce que c'est de la fiction, on est d'accord, mais ça peut influencer des gens et des gens qui peuvent croire des choses
qui sont pas vraies. Et donc, on a quand même un peu cette responsabilité-là, je pense, de donner les choses les plus véridiques, si ce n'est crédible, possible. Après, évidemment, comme on en parlait tout à l'heure, il y a des choses dont personne ne sait l'existence et la réalité. Et donc, à partir du moment où on ne sait pas comment ça s'est passé et où personne ne le sait, bah, nous, on peut l'inventer. Mais voilà, mais aller confondre l'Andalousie et les Ardennes, c'est un peu bizarre. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, voilà une BD quand même que vous devez connaître, c'est celle Bien de sûr. 40-44. Et là, justement, c'est Bastogne et les Ardennes. Bon, là, c'est aussi, historiquement parlant, remarquablement bien foutu, quoi. Mm. C'est romanesque, c'est l'histoire de personnages divers et variés. Et tu parlais des chars, des Ardennes en Andalousie. J'ai un souvenir jeune, j'étais à la pêche en mer au large de Montpellier, de Carnot, et d'un seul coup, je vois des Spitfire dans le ciel, et je vois des Dorniers dans le ciel, des Heinkel 111. Ils tournaient la bataille d'Angleterre au-dessus de la Méditerranée. Et ils sont allés se poser tous à Fréjorges, mais là, bon, il n'y avait pas la limite, Manche ou Méditerranée. Ils sont allés se poser à l'aéroport de Montpellier à Fréjorges. Et là, je me souviens, j'étais pas très grand, on voit tous ces spits, tu vois. Oui, Ah ouais, c'est split et des Messerschmitt 109 espagnols qui étaient venus exprès, Ah oui. d'ailleurs, qui étaient venus exprès d'Espagne. Voilà. Alors ensuite, Nicolas, donc où j'en étais? Je commence un peu à perdre les pédales là maintenant là, hein. Oui, au niveau. Un mot de conclusion. La question c'était, excuse-moi. Ah, si tu as oublié de dire quelque chose, hein. c'était ça. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Oh là là, hein. Non, 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 non. Ouais, non, 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 peut-être revenir quand même. C'est vrai que les jeunes générations peuvent s'intéresser. Enfin, moi, je le vois quand je fais des interventions chez les scolaires. Je suis pas sûr que les jeunes vont lire d'eux-mêmes des bandes dessinées. Ça, j'ai de sérieux doutes là-dessus. Mais quand on leur ramène des bandes dessinées, je le vois surtout dans les interventions scolaires, quoi, au collège, au lycée, ça les intéresse. Et tu parlais de la guerre d'Algérie, pour rebondir là-dessus, oui, ce que disait Jean-Yves, j'ai encore pu le constater hier, c'est vrai que souvent on a des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de pieds noirs, d'Algériens, de Hercule militaires, qui sont très vindicatifs, hein, qui ont des Ouais, convictions chevillées au corps, et ça peut effectivement des fois partir un peu en... voilà. C'est sensible quand même, quoi. Voilà. Oui, Mais pour le moment, je vois pas trop de choses à ajouter par rapport à ça. Bon, c'est bon, j'ai fait le tour à peu près correctement. Jean-Yves, tu es aussi d'accord? oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. Et je rebondirai effectivement sur la guerre d'Algérie. Le problème, c'est la simplification. Alors que nous, on doit tenter de remettre un peu de complexité. Et là où beaucoup de gens croient que c'est en noir et blanc, il y a les héros et les salauds, bah, dis donc, c'est pas comme ça la Seconde Guerre mondiale, c'est pas comme ça la guerre d'Algérie. Les choses sont toujours plus complexes. Il va falloir expliquer cela. Et ça, évidemment, c'est toujours un peu difficile à comprendre pour ceux qui ont une lecture monolithique. Et ouais, pour conclure, euh, Jean-David disait, nous avons une responsabilité, bien sûr, quand on fait une histoire vraie, mais les scénaristes ont aussi un petit peu tous les droits. Puisque c'est aussi de la fiction. Et c'est Alexandre Dumas qui disait on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Bon, lui, ça a été un bel exemple. Et d'ailleurs, je pense aussi sur cette capacité du faux à transmettre, enfin du faux, de la fiction améliorée à transmettre les émotions, je pense à l'histoire de Blaise Cendrars, parce que je ne sais plus, je crois que c'était je ne sais plus dans quel journal, Blaise Cendrars écrivait chaque jour une étape du transsibérien. Il avait pris le transsibérien, il Ouais. racontait Oui, chaque jour son étape du transsibérien. oui, il a Et puis, inventé. voilà que c'est Pierre Lazareff que dans le journal, c'est François, je ne sais plus, Pierre Lazareff, mais Absolument. Oui, François, oui, il François. le, oui, tout oui. d'un coup, il le voit dans la rue. Il dit mais enfin, vous n'êtes pas en Russie, vous n'êtes pas en Sibérie, vous n'êtes pas dans ce transsibérien. Vous ne l'avez pas pris alors bah, et Bessandras répond peu importe si je l'ai pris, puisque je vous l'ai fait prendre. Alors, Voilà, attends, voilà. il y a une autre anecdote, Jean-Yves, historique. C'est le grand reporter, pas Albert Londres, pensant en Indochine, Baudard, Lucien Baudard, au bar Michel à Baudard, oui. Hanoï, qui on lui dit, écoutez, monsieur Baudard, on vient de voir votre interview du grand chef Viet Minh, Chiang Machin, je crois que c'est François aussi, remarquable, mais comment avez-vous fait? Vous l'avez rencontré? Ah, Baudard dit, non, je ne l'ai pas rencontré, mais si je l'avais rencontré, c'est ce qu'il m'aurait dit. Merveilleux. Ça, je trouve ça, et c'est authentique. Et puis, Baudard, c'était quand même un monument. Bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, d'abord, je vous remercie tous les trois, que la BD historique, je vais en publier une bientôt chez Dupuis,
dans la collection Air Libre avec mon cousin Olivier Truc au scénario et Eric Stalner au dessin. Et nous raconterons les péripéties en 1912, notre arrière-grand-père au Cambodge, grand patron d'ophtalmologie, qu'on a envoyé opérer le roi parce qu'il devenait aveugle et que devenant aveugle, il aurait abdiqué, il aurait quitté l'Indochine, le Cambodge aurait quitté l'Indochine. Et c'est vrai, mais on a romancé hein, quand même. On a mis entre les bras de notre grand-père, arrière-grand-père une jolie danseuse aux dents noires. Voilà, donc la BD historique, vous savez, voilà, c'est encore une corde à mon petit arc. Messieurs, écoutez, encore une fois, merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Merci Jean-Laurent. C'était super, très agréable, comme d'habitude. Sylvestre, écoute, merci aussi à toi et au Pen Club. Et puis, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures, alors. Hein, ok. Et bravo. Voilà, merci à vous. Merci. Ciao, merci beaucoup. Et à très vite, à bientôt. Bonne soirée. Au Hein. revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao.